bonjour à vous toutes et tous. Donc, je suis Normand Mousseau, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier, professeur de physique à l'Université de Montréal. Merci de vous joindre à nous pour la présentation de ce rapport changé de cap qui présente un petit peu qui souligne à la fois la nécessité d'aller de l'avant avec la transition et la nécessité de faire ça de manière stratégique. Donc, ce rapport-là est écrit par Simon Langlois-Bertrand en collaboration avec moi. Donc, peut-être, je vais juste présenter l'Institut de l'énergie Trottier, puis ensuite laisser la parole à Simon Langlois-Bertrand. Donc, l'Institut de l'énergie Trottier a été créé en 2013 avec un financement de la Fondation familiale Trottier qui a été renouvelé en 2023 et qui nous permet vraiment de nous mobiliser pour appuyer la transition énergétique, mais en nous appuyant sur la science et les meilleures pratiques et des analyses stratégiques. Donc, on soutient des projets de recherche, on finance des étudiants, mais on a aussi des activités importantes qui sont plus à la marge entre sciences politiques et sciences, où on essaie de comprendre les barrières, de comprendre les défis de la transition énergétique et essayer de contribuer à la réflexion et avancer sur ces enjeux-là. Donc, parmi les projets qu'on a récemment, on a développé une grille d'évaluation pour des projets de biomasse. Donc, comment on analyse les projets de biomasse énergétique dans un contexte où le Canada a des objectifs de carboneutralité. On travaille beaucoup sur la question de l'électricité pour réduire la demande de pointe, comment on peut le faire de manière plus intelligente tout en se décarbonant. Un autre projet sur lequel on a travaillé là, ces dernières années, c'est la création avec l'Université de Victoria et de Calgary du carrefour de modélisation énergétique. Donc, vous pouvez visiter notre site Internet et voir là, plusieurs de nos rapports et en fait tous nos rapports et plusieurs activités. N'hésitez pas à communiquer avec nous s'il y a quoi que ce soit. Donc, je laisse maintenant la parole à Simon Langlois-Bertrand qui va présenter là, les principales conclusions de notre rapport. Merci Normand, merci à tout le monde d'être là. Je vais commencer un peu comme d'habitude là, à situer par situer, c'est-à-dire ce rapport-là dans nos travaux, là, surtout ceux qui sont peut-être moins familiers avec nos rapports passés. On fait une série de publications, les perspectives énergétiques canadiennes, aux 3 ans là, jusqu'ici, où on fait des modélisations à l'échelle canadienne là, de différentes trajectoires vers la carboneutralité pour bien identifier là, les grandes lignes, les défis, etc. Puis de ça, on dérive en partie là, le reste des travaux qu'on fait sur différents sujets qui nous semblent particulièrement importants. Des sujets liés à l'électrification, la biomasse que Normand a mentionné, puis différentes réflexions stratégiques sur comment amorcer, et accélérer ou réaliser en fait là, une transition vers des objectifs de plus en plus près d'une trajectoire carboneutre là, à la fin. Donc le rapport qu'on présente là, changer de cap, c'est une version pour le Québec de certaines idées qu'on a mis de l'avant dans un rapport à l'échelle canadienne l'automne dernier. En fait, le rapport fait trois choses que je vais montrer pendant le webinaire. Donc, premièrement, il fait un constat un peu plus détaillé là, de la situation actuelle quand on regarde les projections de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ça fait quand même beaucoup de mesures qui ont été mises en place, des plans par le gouvernement québécois et d'autres acteurs dans les dernières années. On voit quand même évidemment qu'on va rater les cibles à plus court terme, donc celle de 2030 qui a été reportée à 2035. Et on voit évidemment de façon assez importante que ça ne nous met pas sur une trajectoire de toute façon carboneutre pour la moitié du siècle ou à peu près. Donc, je vais en parler un peu, garder ça plus court pendant le webinaire parce que je vais me concentrer surtout sur les deux autres points, qui est de souligner le fait qu'en fait, pour nous, la lecture qu'on en fait, c'est que cet échec-là, il vient d'un accent insuffisant qui est mis sur des transformations qui seraient structurelles, puis des changements réels là, dans les systèmes de fourniture de services, transport, chauffage, etc. Et donc, on propose dans le rapport un changement d'approche pour vraiment mettre l'accent sur les opportunités stratégiques et de compétitivité pour le Québec s'il réussissait à réaliser ces transformations-là au système, en plus d'être plus efficace pour réduire les gaz à effet de serre. Pardon. Donc, je commence par l'intro que je viens de mentionner. Donc, ce que vous avez sur le graphique ici, c'est les émissions de gaz à effet de serre du Québec passées
jusqu'en 2023. Donc, c'est la courbe en vert. Donc, on voit qu'après une légère réduction, là, à peu près 8% dans les premières années de la période, à partir d'à peu près de 2014, c'est une stagnation, là, puis si on la projette dans le futur, évidemment, ça fait pas des très grosses réductions, définitivement très loin de la cible de moins 37,5 là, qu'elle soit en 2030 ou 2035, ça change rien, là, comme on le voit avec les points orange sur le graphique. Le point en rouge, c'est la projection qui a été faite par le ministère des Finances du Québec l'année passée avec le MLCCFP. Bon, qui considère, si on mettait tout en place ce qui est énoncé dans le dernier plan pour une économie verte, puis que tout fonctionnait à 100%, donc la version optimiste, autrement dit, là, de toutes les mesures, c'est où on pourrait se rendre, puis après ça, ben, on reste à peu près à ce niveau-là, voire même un certain rebond après. Donc, dans tous les cas, on est très loin, et encore une fois, bon, au-delà de le souligner, c'est de peut-être décortiquer un petit peu les raisons de l'échec, mais aussi le fait que c'est pas inévitable, puis qu'on a des exemples ailleurs là, de pays qui ont réussi à aller de l'avant de façon beaucoup plus, avec beaucoup plus de succès. Je le mets ici, par exemple, bon, si les émissions stagnent ici depuis à peu près 10 ans, on est capable de voir qu'il y a un grand nombre d'États qui ont réussi à mettre en œuvre des stratégies qui ont permis des réductions très importantes des émissions. Donc, vous voyez ici la courbe du Québec en bleu, l'Union européenne dans son ensemble en vert, puis les différents pays de l'OCDE là, qui sont écrits peut-être en petit un peu, là, mais vous avez le graphique dans le rapport. Puis il y en a pas mal donc qui ont réussi à réduire beaucoup sur la même période. Et ce qui est important aussi, c'est que les pairs du Québec, de cette façon-là, ont montré que c'est possible d'avoir des réductions dans tous les secteurs. Donc souvent, on va dire qu'on est parti au Québec avec une certaine longueur d'avance, avec une électricité propre, entre autres au début des efforts de réduction de gaz à effet de serre. Et puis après ça, ben, ça fait en sorte que c'est difficile pour nous de réduire comparé à d'autres parce qu'on peut pas fermer des centrales au charbon, par exemple. Bon, c'est une partie de l'explication, mais c'est définitivement pas la totalité. Les pays qui ont réussi à réduire beaucoup, ils ont réduit dans presque tous les secteurs, là, comme on développe un peu plus dans le rapport. Autre chose que je voulais mentionner aussi, c'est que bon, si on pense aux transformations qui doivent toucher tous les secteurs. Il y a quand même certaines tendances qui dominent pour les modifications qui doivent être apportées à la fourniture de services énergétiques comme le chauffage, le transport, etc. Bon, entre autres, il y a consensus sur le fait que l'électrification est la pièce maîtresse là, dans les stratégies de transition vers la carboneutralité. Il y a plein d'autres choses, mais bon, l'électrification ressort très forte comme élément principal. Et donc, le fait que l'électricité occupe déjà une part importante du bouquet énergétique québécois, ça nous a donné une longueur d'avance il y a un certain temps dans les efforts pour la décarbonation. Mais il faut aussi souligner le bémol que ça, c'est le résultat de choix qui sont assez lointains aujourd'hui. Donc, depuis une quarantaine d'années, le rôle de l'électricité, le poids de l'électricité dans le système énergétique québécois a évolué assez peu, contrairement à ailleurs, encore une fois. Donc, il y a quelques exemples dans le graphique ici, le Japon, la Chine, bon, l'Union européenne. Et donc, quand on regarde le contraste entre le Québec et les pays qui opèrent une transition plus rapide, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la transition, c'est aussi une modernisation des systèmes énergétiques. Donc, c'est pas simplement de savoir quel changement apporte les réductions de GES, mais quelles transformations permettent vraiment de construire l'économie décarbonée de demain ou du futur, là. Donc, c'est possible pour nous de changer d'approche à la décarbonation en tenant compte de ces considérations-là, qui ne se limitent pas simplement au coût de transformation par tonne de GS invité. Donc, au contraire, là, la décarbonation efficace, ça devrait constituer un levier pour la modernisation de ces systèmes-là, permettre une meilleure productivité dans l'industrie ou encore des services de plus grande qualité là, à la population. Donc, à haut niveau, dans le fond, ce que le rapport propose comme lecture, c'est premièrement que ça prend le changement d'approche que je viens de décrire pour vraiment obtenir une réalisation de transformation au système qui fournissent les services physiques. Donc, si on réfléchit à cette question-là sous cet angle-là, ben, il faut penser à l'objectif long terme. La cible à court terme ou moyen terme a relativement peu d'importance comparativement à être capable de vraiment se mettre sur une trajectoire qui est compatible avec l'atteinte de la carboneutralité pour le milieu du siècle ou à peu près là. Puis deuxième constat ou deuxième proposition à haut niveau,
Si on réussit ces transformations-là, encore une fois, ce ne sera pas juste plus efficace pour réduire les émissions, ça va aussi permettre au Québec de saisir les opportunités économiques, technologiques qui sont créées par un monde qui, dans son ensemble, en très grande partie, se décarbone très rapidement là, depuis un certain temps et pour les années à venir. Donc, ce qu'on propose comme façon d'élaborer une approche plus stratégique, c'est de mettre en œuvre ou de concrétiser 6 grands principes quand on approche les secteurs un à un. Donc, je vais parler des secteurs qu'on a couverts dans le rapport dans les prochaines diapos, mais d'abord, les grands principes. Principe numéro un, réussir à privilégier les changements qui transforment fondamentalement nos systèmes. Donc, l'idée, c'est d'éliminer les émissions d'ici le milieu du siècle ou à peu près. Donc, ça veut dire suivre des indicateurs physiques, les installations d'énergie propre, les bâtiments convertis, des indicateurs de transformation des marchés, la part des véhicules électriques dans certains segments, le coût relatif des énergies, plutôt que seulement regarder les réductions annuelles d'émissions. Donc, principe numéro 2, reconnaître qu'il y a un lien très fort aujourd'hui entre politique climatique et développement économique. Donc, la carboneutralité va s'atteindre en réussissant à bâtir une économie qui soit compétitive. Les technologies renouvelables mondialement aujourd'hui sont adoptées pour accélérer le développement économique. Donc, le Québec doit positionner son électricité propre, la transformation de ses ressources naturelles, la fabrication de technologies à faible émission comme levier de prospérité future selon les choix qu'il va décider de faire. Principe numéro 3, réussir à adopter une décarbonation qui soit asymétrique, c'est-à-dire que les politiques doivent être adaptées à la phase de transition de chaque secteur, voire même de chaque région. Donc, quand il y a des solutions qui sont disponibles, miser sur l'accélération de leur déploiement, puis quand c'est plus incertain, ben, soutenir la R&D et puis l'expérimentation. Principe numéro 4, qui est peut-être celui que je vais le plus retoucher, là, ou en tout cas que je vais le plus discuter dans le reste de la présentation, c'est vraiment d'adopter une mentalité de planification et de mise en œuvre en 4 étapes. Donc, premièrement, réfléchir à l'architecture d'une économie carboneutre. Donc, comment est-ce qu'on organise le transport, le chauffage, l'électricité sans émissions nettes pour un monde carboneutre. Ensuite, identifier la séquence des changements physiques qui sont nécessaires pour y arriver. C'est quoi les infrastructures qu'on a besoin de mettre en place ou de modifier ou de retirer. L'adoption de nouvelles technologies, le développement des innovations, ainsi de suite. Examiner les obstacles, les catalyseurs dans chaque contexte sectoriel, régional, puis ensuite adopter des mesures qui soient appropriées à chacun de ces contextes-là. Puis, bon, là, c'est l'aspect mise en œuvre là, qui a souvent fait défaut dans le passé aussi. Suivre les progrès, puis réussir à être capable de s'adapter rapidement avec l'utilisation d'indicateurs clés qui sont actualisés en temps réel. Donc, quand on arrive au principe numéro 5, ben, c'est de souligner le fait que c'est plus productif de soutenir le niveau plutôt que punir l'ancien. Donc, la société va délaisser les énergies fossiles massivement quand les technologies renouvelables vont être vues comme supérieures, plus pratiques, puis moins coûteuses. Pas parce que l'offre fossile va nécessairement avoir été restreinte ou limitée de façon restrictive. Donc, les nouvelles politiques devraient, en premier lieu du moins, cibler le déploiement des nouvelles technologies en faisant baisser leurs coûts, puis en démontrant, en convainquant de leur avantage. Puis, principe numéro 6, dernier de la liste, mais vraiment pas le moindre, prêter attention à l'impact sur les prix. Donc, les gouvernements doivent éviter les hausses soudaines des prix de l'énergie puis les pertes concentrées qui seraient imposées, par exemple, à un secteur précis ou à une région précise. Donc, il faut favoriser des changements structurels qui réduisent le coût des technologies puis des services énergétiques souhaités. Donc, en essayant de mettre ça de façon plus concrète, ce qu'on arrive à illustrer dans le rapport, c'est qu'on peut développer une approche stratégique pour chaque sous-secteur ou chaque segment quand c'est pertinent. On en couvre 3 dans le rapport. Je vais en couvrir juste 2 dans la présentation là, pour des raisons de temps, mais la même approche s'applique à l'autre aussi. Vous irez voir le détail si l'autre secteur vous intéresse. L'idée, c'est de dire, ben, si j'essaie de mettre en œuvre, c'est ben, de traduire ces principes-là dans l'élaboration d'une stratégie, ben, qu'est-ce que j'ai besoin de regarder? C'est quoi les éléments que je dois établir au départ pour être capable, d'après ça, me faire une liste, un plan, une feuille de route avec des mesures, des objectifs, des indicateurs, des cibles, etc., pour être capable de vraiment réaliser, autrement dit, la transformation souhaitée? Ben, c'est de regarder selon différentes dimensions. Donc,
Première dimension, c'est vraiment de réfléchir à quoi ressemble la transformation vers la carboneutralité. Donc, c'est quoi les éléments clés d'un système amélioré qui serait capable de fournir le même service dans le secteur mais sans émettre de gaz à effet de serre au net d'ici bon, une certaine période, là, ça peut être 2050 ou avant selon le secteur. Deuxième dimension, c'est quoi les changements physiques nécessaires pour y arriver? Donc, ça va être quoi les éléments matériels essentiels, le rythme de leur déploiement pour être capable de réaliser la transformation, c'est-à-dire partir d'aujourd'hui puis arriver à ce qu'on a imaginé comme réponse à la question numéro un. Dimension numéro 3, oups, il y a un petit problème avec la diapo ici, pardon, mais c'est plutôt les barrières. Donc, c'est quoi les obstacles à éliminer, puis les mesures à mettre en place? Est-ce que c'est de la coordination entre différents acteurs, une réglementation différente, des politiques et programmes pour être capable de favoriser le déploiement de la trajectoire de transformation? Bon, tout est de retour maintenant. Numéro 4, comment est-ce que le Québec peut tirer parti des avantages économiques de la stratégie? Donc, est-ce qu'il y a des intérêts stratégiques pour le Québec qui peuvent être favorisés grâce au déploiement réussi de la stratégie? Il y a des possibilités de développement économique ou une augmentation de la compétitivité, pardon, mondiale du Québec. Ça peut être une chose, mais dans d'autres contextes, ça peut être vu différemment. Ça peut être la réduction des coûts d'un service donné ou l'amélioration de la qualité du service, par exemple, ou tout ça en même temps, bien sûr, dans un monde idéal quand c'est possible. Puis, cinquième dimension, est-ce qu'il y a des effets leviers possibles à la stratégie? Est-ce qu'il y a des effets leviers transversaux, par exemple? Quand on combine les stratégies de différents secteurs. Donc, je vais y toucher tantôt. Tout ça peut nous amener à avoir une feuille de route ou une série de mesures qui va distinguer des actions immédiates. Donc, dans le très court terme, qu'est-ce qu'on doit faire tout de suite pour redresser la barre? Ensuite, qu'est-ce qu'on veut voir créer assez rapidement, mais à plus moyen terme, donc à l'intérieur de 5 ans. Puis finalement, ben, qu'est-ce qu'on veut planifier sur le plus long terme, donc jusqu'à 25 ans. Donc, je vais le montrer pour deux secteurs. Comme je disais, je commence par la chaleur basse température en industrie, qui est un des secteurs qu'on couvre dans le rapport. Donc, la chaleur industrielle, c'est à peu près 15% des émissions de GES du Québec. Puis c'est une décarbonation qui demande le recours à des nouvelles technologies, de nouvelles sources d'énergie, que ce soit l'électricité, bon, ça peut être la biomasse, l'hydrogène dans certains contextes, des thermopompes industrielles sur lesquelles je vais me concentrer ici. Il y a une bonne portion de ces besoins-là qui sont pour de la chaleur à basse température, donc dans euh, l'agroalimentaire, dans le manufacturier, dans le bois, les bioproduits, dans le pharmaceutique, par exemple. Et on a la technologie des thermopompes industriels qui sont particulièrement adaptées aux besoins en chaleur dans cette catégorie-là, donc en bas de 200 degrés Celsius, là, grosso modo. Sauf que leur intégration ne consiste pas en un simple remplacement des équipements existants comme on peut faire l'expérience dans une résidence, par exemple. Ça demande une refonte complète des processus de production pour vraiment optimiser les flux de chaleur et d'énergie dans une installation, qu'elle soit existante ou planifiée, bien sûr. Donc, l'expertise là-dessus est encore très rare au Québec, comme dans le reste du monde. Et donc, ben, précisément parce que la décarbonation de la chaleur industrielle en est à ses débuts, je pense qu'on peut dire encore là, à l'échelle mondiale, ben, il y a une opportunité stratégique réelle de trouver des solutions innovantes ici, puis d'être capable de les exporter par la suite, en plus de résoudre nos problèmes à l'échelle locale. Donc, j'applique mes 5 dimensions. À quoi va ressembler la transformation vers la carboneutralité? Ben, si on imagine un monde où l'industrie, pour les besoins de chaleur en basse température, bon, ça s'appuierait très fortement sur les thermopompes industrielles. Ben, ce sont des technologies qui sont déjà disponibles, mais non standardisées. Les thermopompes industrielles sont assemblées sur mesure, donc largement ou grandement de manière artisanale, ce qui fait qu'on a des coûts élevés, des grands risques de défaillance, des problèmes de réparation, etc. Et donc, la standardisation puis le déploiement à grande échelle, à court terme du moins, là, demande un soutien gouvernemental très actif là, pour corriger la situation. Euh, Dimension numéro 2, qu'est-ce qu'on a besoin de voir se déployer pour se rendre là? Ben, il faut, ben, d'une part, structurer un secteur de services spécialisé en conception, en installation, en gestion de thermopompes industrielles.
Un secteur qui soit adapté aux besoins propres à chaque sous-secteur. Ça ne veut pas dire tout faire en même temps au jour 1, mais il va falloir qu'à terme, ce soit ce qu'on puisse voir, ce qu'on peut voir. Puis d'autre part, ça demande une modernisation des réseaux électriques, puis une coordination des stratégies avec d'autres secteurs comme l'agriculture ou les grands bâtiments. Là, je vais y revenir tantôt d'ailleurs, qui peuvent mettre une pression en même temps là, sur les besoins d'électricité à l'échelle locale. Dimension numéro 3, celle sur les obstacles à surmonter, là, celle qui était mal indiquée dans la diapo tantôt. Ben, chaque sous-secteur doit définir sa propre trajectoire vers la carboneutralité. Donc, ça veut dire en s'appuyant sur des subventions ou des mécanismes d'assurance, des objectifs réglementaires clairs. Ça demande des révisions réglementaires, ça demande des calendriers de décarbonation qui sont imposés à différents secteurs, ça demande un soutien aux premiers utilisateurs, la modernisation aussi des réseaux électriques. Tout ça pour être capable de vraiment débloquer bon, ce qui va être des verrous à court terme, éventuellement des difficultés qui ralentissent, donc à court et moyen terme, puis éventuellement permettre d'accélérer le déploiement de tout ça. Est-ce qu'il y a des avantages économiques à tirer? Ben, pour la fabrication des composants, ça va très probablement rester dominé par l'Asie. Par contre, le Québec peut se positionner comme leader mondial dans les services à valeur ajoutée ici. Donc, la planification, l'installation, la maintenance, mais aussi les logiciels de gestion thermique, entre autres. Euh, et il faut noter le bémol ici que comme on n'est pas les, ben, comme il y a d'autres régions dans le monde qui bougent rapidement là-dessus, bon, en Europe, en Chine, entre autres, la fenêtre d'opportunité est assez limitée dans le temps. Donc, en Amérique du Nord, il y a moyen de se dégager une avance assez rapidement en agissant bien, puis c'est-à-dire vite, puis de façon stratégique. Mais après ça, il faut aussi considérer qu'on ne sera pas les seuls à y penser. Puis finalement, l'effet levier, ben, les technologies de thermopompe industrielles, elles ressemblent quand même à celles utilisées pour le chauffage des grands bâtiments. Donc, on peut imaginer qu'avec une stratégie appropriée, ça serait possible de réduire les coûts de déploiement puis d'accélérer en même temps la décarbonation des bâtiments commerciaux industriels que je vais discuter là, dans quelques minutes. Donc, après ça, quand on prend les réponses qu'on vient de donner aux questions des différentes dimensions, on arrive avec un plan, une série de mesures à très court terme, à moyen terme, puis à long terme. Donc, par exemple, je les nommerai pas toutes, mais à très court terme, ça veut dire se concentrer sur les obstacles réglementaires, donc changer ce qui a besoin d'être changé dans la réglementation pour permettre l'adoption des thermopompes beaucoup plus rapidement. Bon, fixer des échéances pour la décarbonation de la chaleur basse température pour les secteurs, tout en ciblant les secteurs qui sont déjà pionniers dans le domaine. Donc, en agroalimentaire, par exemple, on a déjà vu un certain mouvement dans le passé, donc voir ce qu'on peut maximiser pour ces acteurs-là. Puis après ça, ben, à moyen terme, on tombe dans la création de l'écosystème de services, puis bon, de bien structurer. Donc, ça passe par créer un marché garanti pour stimuler cette industrie de services-là, réduire les coûts, les risques, soutenir le déploiement de l'infrastructure électrique qui est nécessaire à l'électrification industrielle. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain, mais il faut le planifier rapidement pour pas que ce soit un frein. Bon, soutenir la création d'un écosystème de services suffisamment solide pour être capable à la fois de fournir le marché local, puis assez rapidement de se tourner vers les marchés voisins, puis éventuellement internationaux. Puis quand on regarde les mesures à long terme, ben là, c'est de se fixer un peu quel horizon de temps on veut, sur quel horizon de temps on va avoir le succès escompté. Donc, par exemple, d'ici 2040, avoir réussi à décarboner complètement la chaleur à basse température dans tous les secteurs industriels manufacturiers. Donc, ça, c'est l'exemple de la chaleur à basse température dans l'industrie. Je fais un deuxième exemple, je vais le faire un peu plus rapidement, là, mais vous allez revoir les mêmes principes. Donc, les bâtiments commerciaux institutionnels, le secteur du bâtiment, dans le fond, il émet des GES principalement en raison du chauffage des espaces. Donc, pour les bâtiments commerciaux institutionnels, la part du chauffage dans les émissions, c'est à peu près 86% dans les données les plus récentes. Et donc, si on applique les mêmes dimensions, ben, on se dit dans un monde carboneutre où le service est fourni de façon carboneutre pour le secteur, ben, on aurait un monde avec des thermopompes commerciales, c'est-à-dire commerciales, oui, qui constituerait la principale solution pour décarboner le chauffage des bâtiments. Il y a d'autres solutions, mais normalement, le gros morceau,
On le voit comme étant les thermopompes. Puis après ça, ben, c'est aussi de souligner le fait que c'est pas juste une question de gain en efficacité puis en réduction des émissions, mais c'est aussi qu'il y a un avantage additionnel d'être capable d'offrir des services de refroidissement puis de chauffage de l'eau, ce qui peut être un point de consommation beaucoup plus important là, dans le contexte d'un bâtiment commercial là, comparativement à résidentiel, par exemple. Donc, c'est quoi les changements physiques qui sont nécessaires pour y arriver? Ben, la décarbonation du secteur commercial et industriel, elle repose sur trois piliers essentiellement là, dans cette optique-ci. Réussir à accélérer le rythme d'installation des systèmes qui s'appuient sur des thermopompes, augmenter la capacité de production électrique pour être capable de fournir où c'est nécessaire, puis gérer les pointes de demande hivernales pour pas qu'elles soient exacerbées par ces transformations-là. Après ça, ben, il y a aussi l'écosystème plus large, donc former des installateurs, développer des chaînes d'approvisionnement efficaces. Il y a aussi la modernisation des réseaux de distribution électrique puis de la capacité de production des distributeurs pour être capable de répondre à l'augmentation de la demande en électricité et réussir à le déployer partout où c'est nécessaire. Donc, autrement dit, il y a beaucoup d'endroits où ça peut être plus difficile d'électrifier des bâtiments commerciaux, étant donné l'état du réseau en ce moment. Donc, il faut s'y attaquer assez rapidement pour que ce soit fait en amont là, des besoins de décarbonation ou des projets de décarbonation, je devrais dire, d'électrification des bâtiments concernés. Donc, quand on arrive aux obstacles, ben, les principaux défis ici, ça reste le coût élevé des installations, le sous-développement des chaînes d'approvisionnement, la gestion de la pointe de demande en électricité en hiver. Mais il faut comprendre aussi qu'il est remédier à ces obstacles-là. Ça demande aussi, au-delà de l'augmentation de la capacité électrique, là, ça demande des codes du bâtiment modernisés, ça demande des réglementations qui interdisent les nouvelles chaudières au gaz rapidement, ça demande des subventions ciblées une modernisation des réseaux électriques, là, je le rementionne encore ici, mais aussi des stratégies coordonnées entre les services publics et les gouvernements provinciaux pour vraiment initier la trajectoire de façon très solide. Quand on arrive aux avantages économiques qu'on peut possiblement tirer au Québec, ben, l'expérience en matière d'exploitation efficace de systèmes de thermopompes dans les bâtiments commerciaux est encore relativement limitée dans le monde. Donc, il existe réellement là, d'importantes opportunités commerciales pour les entreprises québécoises qui développeraient des solutions innovantes ou qui le font déjà pour relever ces défis-là. Et donc, il faut noter aussi que cette expérience-là va pouvoir être enrichie par la construction d'un écosystème semblable pour les thermopompes industrielles. Donc, juste pour envoyer la balle à ce que j'ai amorcé tantôt dans la section précédente. Puis l'effet levier, ben, encore là, la fabrication des équipements va rester largement étrangère, mais le Québec peut développer un secteur de services solide en installation, maintenance et exploitation aussi là, pour les bâtiments commerciaux institutionnels. Puis, pour ce qui est des pays nordiques en particulier, les solutions de gestion de pointe pour les bâtiments commerciaux institutionnels, s'ils sont développés ici, ben, ils vont pouvoir apporter des réponses à d'autres là, avec des climats similaires là, qui se posent ou qui font face aux mêmes difficultés, autrement dit, que le Québec. Pardon, j'avais oublié de mettre le reste de la diapo. Et donc, ça nous donne le petit tableau suivant. Donc, même principe à très court terme. Bon, c'est le signalement, l'annonce de la direction et puis bon, l'allègement des obstacles réglementaires le plus rapidement possible. Puis après ça, à moyen terme, être capable de créer l'écosystème puis les marchés en question. Donc, de façon à faire réduire les coûts le plus rapidement possible. C'est un peu les grands principes, là, sans aller dans le détail de chaque mesure. On y reviendra dans les questions si nécessaire, là. Puis après ça, ben, d'avoir l'objectif, l'horizon de temps à un peu plus long terme pour être capable d'aller décarboner les bâtiments commerciaux institutionnels. C'est sûr que dans le contexte du bâtiment commercial institutionnel et peut-être institutionnel en particulier, il y a un rôle possiblement beaucoup plus important là, que pour l'exemple du secteur précédent pour les politiques d'acquisition, là, pour être capable d'aller stimuler là, certains marchés, encourager certaines solutions innovantes, pardon, à travers les bâtiments soit institutionnels, publics ou les politiques d'acquisition là, pour leur faciliter la tâche. Donc, je ne ferai pas, comme je disais tantôt, le troisième secteur qui est le transport aussi de passagers là, qu'on a couvert dans le rapport, mais on peut répondre aux questions évidemment tout à l'heure. Avant de me diriger vers la conclusion, je voulais dire quelques mots. On aborde dans une dernière section du rapport
le rôle, puis bon, quelques enjeux qu'on voit avec le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec. Donc, j'ai parlé beaucoup d'électrification depuis le début. J'ai parlé beaucoup de besoins de modernisation du système électrique, autant au niveau de la distribution que dans la capacité là, de production, là, mais non, pour l'approvisionnement. Donc, peut-être quelques points pour ceux qui suivent moins cette partie-là. À l'échelle canadienne, évidemment, le Québec se démarque là, par le fait qu'Hydro-Québec a décidé de déployer un plan de modernisation puis d'expansion qui vraiment met au cœur de son analyse les objectifs de décarbonation. Donc, autrement dit, dans l'ampleur de ce qui est projeté, on traduit ça en mesures plus concrètes. C'est une première partie, là, évidemment, comme Hydro-Québec le dit souvent, mais essayer de voir vraiment de quoi on a besoin pour espérer décarboner sur un horizon comme 2050. Euh, Évidemment, il y a des retombées significatives du plan qui pourraient être amplifiées par les stratégies de décarbonation de la demande de certains secteurs, comme dans les autres parties du rapport, là, celle que je viens de présenter, puis le secteur du transport aussi. Toutefois, ben, il faut quand même rappeler que le rôle structurant du plan va demander un peu plus de détails, des explications plus spécifiques, puis l'élimination, entre autres, de plusieurs barrières ou en tout cas enjeux là, qu'on voit, puis je vais en faire la liste ici là, sur certaines qu'on souligne dans le rapport. Donc, entre autres, un des enjeux, c'est de réussir à assurer des retombées équitables pour le plan. Donc, le plan d'action, on le montre dans le rapport, c'est assez simple de voir comment il peut représenter une économie nette pour le Québec. Mais en même temps, c'est parfaitement clair que tous les consommateurs d'électricité vont pas bénéficier équitablement de l'investissement. Donc, c'est nécessaire de déployer des mesures pour corriger au moins partiellement cette inéquité-là. Et ça reste un sujet de débat très important là, en regard au plan aujourd'hui. Deuxième enjeu, ben, il faut être capable de réussir à accélérer les approbations sans nuire à l'acceptabilité. Donc, dans la loi 69, par exemple, on voyait qu'il y avait une possibilité d'accélérer les processus d'approbation, mais en même temps, ça demande de mettre en place un mécanisme de suivi des effets de cette accélération-là et puis d'éliminer ou corriger certaines barrières qui pourraient encore exister si on veut vraiment que ça l'accomplisse l'objectif visé. Sauf qu'il faut aussi en même temps s'assurer que les standards sont maintenus pour, euh, euh, pour assurer encore une fois la confiance du public. Donc, c'est certain qu'une approche transparente ici va être beaucoup plus productive pour le succès à long terme de ces approches-là. Et pour l'instant, là, il reste certainement des accrochages importants là, dans ce débat-là à résoudre. Bon, concilier les actions, les ambitions du plan plutôt avec le rôle de la Régie de l'énergie, ça reste difficile malgré la loi 69 qui attribuait à la Régie la possibilité d'aller prendre en compte l'objectif de décarbonation. La Régie de l'énergie, on l'a vu dans plusieurs décisions récentes, semble pas être en mesure d'évaluer les bénéfices du plan d'action sur l'horizon qui est souhaité par Hydro-Québec du moins, et peut-être même par un plan de décarbonation à plus long terme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ben, essentiellement, il faut réussir à résoudre ce conflit-là. Qu'est-ce qui est nécessaire exactement pour qu'il y ait une meilleure conciliation, sans évidemment retirer la supervision nécessaire de la régie. Donc, ça reste un débat qui est peut-être moins bien compris aujourd'hui et qui pourtant nous semble essentiel, là, même à très court terme, là, d'aller trouver des solutions pour clarifier les mandats de chacun. Numéro 4, accorder une fraction importante des nouveaux approvisionnements à la décarbonation des clients actuels. Donc, la demande en électricité pour les nouveaux clients, particulièrement pour les centres de données, là, est presque illimitée, là. Donc, le gouvernement doit maintenir un équilibre pour s'assurer que ses clients actuels aient accès à suffisamment d'électricité pour décarboner leurs activités déjà existantes. Et ce n'est pas le cas depuis plusieurs années. Hydro-Québec et le gouvernement du Québec refusent régulièrement l'électrification à des clients commerciaux institutionnels industriels qui souhaitent décarboner leurs sources d'énergie. Donc là, il faut s'y attaquer assez rapidement. Un autre enjeu, c'est d'utiliser les investissements pour favoriser l'innovation et la compétitivité du Québec.
Il y a des investissements prévus de presque 200 milliards de dollars dans le plan 2035, mais il n'y a aucune initiative majeure qui a été déployée pour favoriser l'innovation et la compétitivité dans le déploiement des infrastructures électriques bon, qui veulent être déployées, là, qu'on veut déployer avec le plan. Donc, c'est vraiment urgent pour nous de corriger cette situation-là en mettant en place, par exemple, des groupes de travail là, qui seraient chargés de proposer une stratégie d'innovation afin vraiment de maximiser les retombées des investissements là, au-delà de ses bénéfices pour l'électrification qu'elle va toucher, qu'elle va rendre possible, autrement dit. Puis finalement, ben, coordonner approvisionnement, distribution, consommation. Donc, pour bénéficier au maximum des investissements du plan d'action 2035, ça prend une intégration du déploiement sur le terrain de ces mesures-là aux politiques d'électrification et de décarbonation. Donc, autrement dit, coordonner de manière plus fine les stratégies gouvernementales et les investissements dans la protection d'électricité, mais peut-être encore plus dans le rehaussement du réseau de distribution, là, qui reste peut-être le parent moins bien compris là, de ce genre de déploiement-là. Donc, c'est pas une liste complètement exhaustive, là, mais il y a un peu plus d'informations dans le rapport aussi. Je vois le temps filer quand même, donc j'arrive à la conclusion. Bon, deux choses, peut-être deux messages à redire, là. Je pense que j'ai insisté pas mal dans la présentation aussi, mais qui ressortent dans le rapport. Euh, Bon, au-delà du détail de la démonstration là, des projections d'émissions de gaz à effet de serre, il y a une chose très importante qui nous semble négligée, qui est le fait que, en fait, en retardant ou en délaissant la transition énergétique, le Québec prend du retard. Puis, par conséquent, il passe à côté d'opportunités technologiques, économiques qui sont très clairement offertes par une révolution basée sur l'électricité qui se passe de façon très rapide ailleurs dans le monde. Donc, pour être capable de tirer profit et maintenir sa compétitivité tout en atteignant ses objectifs climatiques, il faut vraiment une revue de la stratégie actuelle, puis avoir une approche sectorielle qui est vraiment axée sur la transformation technologique vers des solutions faibles en carbone. Donc, on va être là pour répondre à vos questions maintenant, mais évidemment, je vais faire comme d'habitude puis dire qu'il y a plus d'informations dans le rapport aussi si le sujet vous intéresse. Merci beaucoup, Simon. Avant de passer aux questions, je vais quand même revenir quand même peut-être sur deux points. D'abord, euh, on comprend que des politiques industrielles visant la décarbonation, il y en a eu au Québec ces dernières années, entre autres dans le secteur des batteries avec la voiture électrique. Donc, c'est clair que c'est difficile de développer des politiques industrielles. Il y a des risques à ces politiques-là. Donc, notre analyse tient compte de cette réalité-là. Il faut absolument mettre sur le terrain, et ça fait partie des discussions qu'on a, puis des propositions qu'on a. Il faut le faire de manière stratégique en mesurant les risques, en mesurant constamment les avancées, les reculs pour réorienter et corriger les politiques qu'on déploie. Il faut aussi s'assurer que ces politiques-là sont des politiques qui nous assurent une viabilité à long terme de la transformation. C'est-à-dire, on ne peut pas subventionner éternellement les différents domaines. Il faut construire et travailler pour réduire les coûts et augmenter la capacité de déploiement des technologies dont on parle. Donc, pour moi, c'est important de comprendre ces deux aspects-là. On n'est pas naïf, on s'est pas fermé les yeux. Il y a des choses qui sont faites au Québec, mais en général, on a mis beaucoup d'argent avec des résultats faibles parce que les approches de déploiement sont pas très efficaces. Donc, je vais arrêter ici on va passer aux questions. Donc, on a plusieurs questions. Euh, Ouais, je donc, peux je vais lire peut-être. Vas-y, Ben, Simon. c'est ça, j'étais en train de lire pendant que tu parlais, mais je peux peut-être prendre la première. Oui, absolument, absolument. C'est une bonne question, donc je la lis rapidement, là, mais donc est-ce que c'est pas paradoxal d'avoir très peur des chocs de prix en même temps on regarde l'Union européenne comme un cas de succès, alors qu'il y a une bonne partie des efforts sérieux des dernières années qui ont été justement le résultat de chocs de prix très violents. Je pense qu'il faut pas mélanger les choses. L'Union européenne, ben, je dis l'Union européenne comme si c'était une personne, mais en tout cas, si on leur posait la question, est-ce qu'ils auraient préféré faire la transition qu'ils avaient déjà amorcée de manière beaucoup plus sérieuse qu'ici, là, depuis plusieurs années avant l'invasion de l'Ukraine en 2022?
Est-ce qu'il aurait préféré pas avoir ce choc de prix-là? Je suis pas mal sûr que tout le monde répondrait la même chose, malgré le fait qu'évidemment aujourd'hui on est content de montrer que c'était possible de bouger vite. Il y a eu quand même des effets négatifs assez sérieux. Mais je pense que ce que je veux surtout mentionner ici, c'est que le point tantôt sur porter attention au prix, c'est que ici, dans le cas de l'Union européenne, c'était pas un choix. Et donc, on pouvait pointer du doigt, puis après ça, réagir en conséquence. Alors qu'ici, ce qu'on dit, c'est que si on met en place des mesures, puis on fait pas attention, puis il y a des chocs de prix qui sont vus, perçus, là, avec raison ou non, comme étant le résultat des mesures mises en place, ça cause une résistance politique beaucoup plus importante et ça peut éventuellement être contre-productif sur les objectifs qui visaient être atteints. Donc, le public, évidemment, puis les différents acteurs dans les secteurs sont sensibles au prix comme tout le monde. Mais les chocs de prix, c'est beaucoup plus difficile à expliquer que des augmentations qu'on peut rationaliser, puis bon, mettre en contraste avec d'autres avantages, là. C'est un peu plus dans cet esprit-là. Oui, un choc qui semble venir d'un gouvernement n'est pas vu de la même façon qu'un choc qui vient de l'extérieur. Mais on faut aussi noter que on vit aujourd'hui le même choc que l'Union européenne sur la question des prix du pétrole. La réponse du Canada et du Québec n'est pas il faut donc qu'on accélère la décarbonation. Donc, les chocs ne suffisent pas pour amener des transformations. Il y a besoin d'une volonté et puis une vision stratégique qui se déploie pour dire comment qu'est-ce qu'on doit apprendre de ces chocs-là? Ouais. Là, j'ai été un peu dans le désordre, là. Je sais pas s'il y en a un autre que tu avais vu. En fait, la question, on a une autre question sur est-ce qu'on fait une distinction entre gaz naturel et gaz de source renouvelable? Ah oui. En fait, on ne fait pas de distinction parce que dans les analyses de décarbonation, le gaz naturel de source renouvelable est limité en quantité, et ça, tout le monde le reconnaît. Donc, il faut l'utiliser de manière parcimonieuse et là où ça a la plus grande valeur. Et comme source de chaleur pour le bâtiment, ça n'a pas une valeur extrêmement grande. Donc, il faut garder ça pour des procédés industriels, des enjeux où on a besoin de grande chaleur, par exemple, où le gaz naturel renouvelable est plus intéressant. Dans le cas de chauffage du bâtiment, il faut plutôt travailler à des stratégies de gestion de pointe qui vont réduire le coût des investissements sur un réseau électrique tout en permettant le déploiement là, de l'électricité. Ouais. Il y a une question sur, bon, est-ce qu'on peut donner un exemple d'opportunité que notre retard nous empêche de mettre en place? Je pense que là, j'irai pas trop loin de ce que j'ai déjà discuté dans la première section, là, dans la présentation. Euh, Tu sais, de comprendre qu'il y a des stratégies d'électrification, par exemple pour le cas de l'industrie, qui représentent pas juste une possibilité d'aller développer un nouveau secteur, d'aller réduire le gaz à effet de serre en même temps, mais aussi qui permettent d'augmenter la productivité énergétique de l'industrie en question de manière assez significative. Bon, là, je suis pas rentré dans le détail non plus pour ceux qui connaissent peut-être moins les technologies, mais tu sais, encore une fois, une thermopompe industrielle, c'est pas un appareil qu'on met en remplacement de la fournaise au gaz, là. Ça demande une optimisation des flux, puis surtout une utilisation de la chaleur perdue, par exemple. Et donc, il y a tout un aspect de plus grande productivité de l'utilisation de l'énergie qui se réalise en plus d'avoir des technologies énormément plus efficaces là, dans le cas de la thermopompe. Donc, pas être capable de le faire à l'échelle rapidement avec un risque raisonnable pour les acteurs qui se lancent, ça m'apparaît comme un retard très important là, qui nous empêche de saisir ce genre d'opportunité-là. Tout à fait. Et, donc, peut-être dans la même ligne de question un peu. On a quelqu'un qui nous rappelle que ce qu'on propose peut ressembler là, au modèle SWOT là, de Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats. D'une certaine façon, ces analyses-là se recoupent. Je dirais, ce qui est un peu différent ici, c'est quand même cette vision aussi étendue dans le temps, puis avec un certain nombre d'éléments, mais on n'a pas inventé tout ça. Je dirais, il y a des pays qui utilisent des approches stratégiques de manière efficace pour se décarboner ou pour mener à bien d'autres objectifs ou d'autres mandats, là. Donc, mais c'est quelque chose qui manque beaucoup au Québec et au Canada. On est très peu stratégique dans nos déploiements. Il suffit de voir les investissements qu'on a faits dans le fonds vert, par exemple, et le fonds d'électrification, qui sont des milliards de dollars avec des coûts, la tonne, si ça livrait
qui sont de 600-700 $ par tonne de CO2 évité. Donc, on voit que ce sont des approches qui sont pas très stratégiques, pas structurantes et qui ne font pas les transformations en profondeur nécessaires. Donc, on reste souvent à la marge ou par des effets un peu de toge pour gagner à court terme des réductions d'émissions sans structurer la transformation. Donc, c'est un peu ça qu'on veut mettre de l'avant en reprenant des stratégies qui ont fait qui ont montré leur valeur à l'étranger aussi. Un autre aussi, qui nous revient, c'est sur la question, est-ce qu'on ne devrait pas aller vers des approches de réduction de demande, de transformation de notre système économique, si on veut, pour aller vers peut-être un monde plus sobre. Euh, je dirais, ce débat-là de la sobriété, c'est un débat qui dépasse la transition énergétique. Et pour nous, peu importe ce qu'on fait, qu'on décide d'aller faire la sobriété ou non, la décarbonation implique quand même de sortir le gaz et pétrole de nos activités, puis d'électrifier et de se transformer. Et souvent, on va opposer un peu le système économique actuel à la capacité de décarbonation. Quand on regarde d'ailleurs à l'étranger, la décarbonation est prise sans avoir à changer le système économique ou sans à faire un lien étroit entre les deux. Pour nous, de toujours lier ces questions-là, c'est aussi une façon de ne pas faire la transformation, de ne pas faire la décarbonation, en disant tant qu'on n'a pas une vraie vision d'un système économique sobre, ben, ça donne rien. Allons vers la sobriété d'abord. Or, la sobriété d'abord ne livrera pas les transformations de l'ampleur nécessaire à l'atteinte des objectifs climatiques. Réduire de 25% la demande énergétique mondiale, là, ça a été un peu moins de 20% durant la pandémie, pour donner une idée de ce que ça représente structurellement, euh, ne changerait pas le fait qu'il faudrait quand même décarboner le 75% restant. Donc, dans ce contexte-là, il ne faut pas comprendre ces transformations-là comme étant en opposition, mais comme étant deux voies parallèles qui peuvent travailler dans la même direction, mais une n'empêche pas l'autre, et certainement pas la question de décarbonation. Bon, il y a une autre après d'un participant anonyme qui dit on a soumis plusieurs stratégies de gestion de pointe dans un secteur institutionnel Hydro-Québec et la réponse est généralement négative. Donc, comment est-ce qu'on explique le peu d'intérêt d'Hydro-Québec alors qu'on sait que ça rencontre pertinemment les objectifs? Ben, j'aimerais bien que ça soit pas un participant anonyme, mais je vous invite vraiment à nous contacter là-dessus après parce que effectivement, j'ai pas la réponse, puis ça m'intéresse beaucoup de savoir le détail de ça. On a des travaux sur la gestion de la pointe depuis un bon moment à l'IET, là. Donc, Je n'hésitez dirais pas à pour nous contacter. Hydro-Québec, la sous-traitance de la pointe à Énergir, par exemple, est une façon de justement pas se poser ces questions-là. Donc, Ben, on c'est a choisi la solution facile. Donc, on gère la pointe. Hydro-Québec gère la pointe en refusant de brancher des grands bâtiments, en refusant de permettre à ces grands bâtiments-là de chauffer à l'électricité, puis en essayant d'envoyer les gens vers la pointe avec le système Biénergie, par exemple. Donc, oui, il gère, mais c'est pas dans une vision de décarbonation. Et pour nous, ça pose certainement un problème. Mais une vision décarbonée demande un peu plus de leadership de la part d'Hydro-Québec, puis un plan plus sérieux, je dirais, de la part du gouvernement. Il y a une autre question après. Excusez, je suis remonté en haut là. Certaines juridictions dans l'Ontario accordent une certaine importance à la décentralisation comme facteur facilitant de la transition. Au Québec, ben, on a un système largement dominé par une société d'État verticalement intégrée avec peu d'opportunités en matière de décentralisation. Est-ce que c'est un avantage ou un frein pour la transition au Québec selon vous? Pour moi, c'est un avantage. Je pense qu'on surestime, quand on regarde un petit peu la planification en Ontario, on s'aperçoit que c'est loin d'être parfait. Une intégration verticale a quand même une capacité d'avoir des investissements qui sont plus organisés, si on veut, pourvu que la société d'État soit capable de faire ses investissements correctement. On voit d'autres juridictions où ça fonctionne pas nécessairement très bien, une centralisation des décisions. Donc, en fait, ça dépend, je dirais, de la capacité de chaque industrie de faire ses investissements, de la politisation de certaines des décisions aussi.
Et puis, de l'existence, et pour nous, c'est important d'une régie. Quand on a des monopoles, on a besoin d'avoir des organismes capables d'encadrer puis de remettre en question certaines décisions là, pour faciliter des décisions éclairées. Ouais, j'ajouterais peut-être aussi que en Ontario, c'est un exemple intéressant là, parce que il y a deux choses différentes là, dans votre question, là, le verticalement intégré puis l'apport de la décentralisation. Donc en Ontario, les distributeurs sont multiples, là. Il y en a une soixantaine en tout, certains à petite échelle, certains avec un territoire très bien défini au niveau municipal. Donc ça peut permettre d'être plus agile pour aller essayer des choses décentralisées. Et c'est effectivement ce qu'on a vu. Par contre, l'enjeu de la mise à l'échelle est plus compliqué. Donc, il y a un avantage et un inconvénient au moins, là. Puis leur équilibre n'est pas toujours clair, là. Ça, je vais ramener ça à la réponse de Normand là-dessus. Est-ce qu'une analyse de Pareto des émissions assez détaillée à jour pour cibler les interventions vers les grandes émissions contrôlables, est-ce qu'on dispose de ça? D'une certaine façon, c'est un peu ce qu'on essaie de faire dans nos propositions, c'est-à-dire qu'on essaie d'identifier les secteurs d'abord les plus décarbonables. Donc, ce qu'on a présenté aujourd'hui, par exemple, c'est de dire si on veut décarboner la chaleur dans l'industrie, mais commençons par les sources de chaleur à plus basse valeur, donc 200 degrés ou moins là, Celsius, et qui sont facilement utilisables, traitables avec les technologies aujourd'hui de thermopompe. Donc, c'est un peu ce qu'on fait là, c'est-à-dire on a un peu classé les défis dans les différents secteurs en disant est-ce qu'on doit commencer par les défis les plus faciles à résoudre aujourd'hui pour renforcer les industries de services, par exemple, renforcer le savoir-faire pour ensuite s'attaquer à des enjeux plus complexes. Je pense qu'il restait la question de Benoît Gagné, là. Donc, est-ce que notre analyse rejoint les décideurs? Parce qu'on peut dire quelques mots sur, bon, sur ce qu'on fait de sur cet aspect-là. Euh, je ne sais pas si tu veux Je répondre, Normand. dirais, on parle à la fois à différents élus, on parle des fonctionnaires, mais ce qu'on sent, c'est quand même une difficulté, euh, je dirais, historique d'adopter des approches stratégiques. Donc, c'est vraiment la difficulté, c'est que même une fois que les gens disent oui, c'est une bonne idée, après ça, comment on déploie des solutions stratégiques, c'est extrêmement difficile. Le retour automatique, c'est d'aller vers des programmes de subvention qui sont pas des programmes stratégiques. Une subvention, c'est pas une stratégie. Et on a beaucoup de difficultés quand on regarde ce qu'on appelle stratégie au Canada puis au Québec. C'est extrêmement loin des documents qu'on nous présente comme étant stratégiques de ce qu'on voit à l'étranger comme étant réellement stratégiques avec des indicateurs pertinents, des évaluations serrées, des approches de gestion de coûts ou de prix. On peut regarder, par exemple, ce qu'on a fait dans les thermopompes résidentielles, ben, les programmes qu'on a eus ces dernières années. Essentiellement, c'est un transfert de la subvention au client final sans évaluation, sans stratégie pour baisser les coûts des installations dans la durée, sans stratégie pour augmenter la qualité de l'installation, pour être sûr que les gens soient satisfaits, sans stratégie même de formation du personnel qui installe les pompes, donc les thermopompes. Donc, on s'est retrouvé à subventionner beaucoup de thermopompes souvent mal installées, mais aussi sans transformation, qui fait que quand le programme arrête, on continue l'installation de thermopompes. Au contraire, on l'a vu au niveau fédéral, quand le fédéral a arrêté les subventions, ben, bang, le secteur s'est arrêté. Et ça veut dire que c'est pas un déploiement stratégique d'un programme de soutien à une industrie. Je pense qu'il y a des nouvelles à en bas. Oui, oui. Donc, Ouais, vas-y. ouais, j'allais dire, ouais, je pense que la prochaine, c'est comment mettre en œuvre ces transformations avec un gouvernement fédéral peu sensible à ces dimensions. Ah, ben là, j'ai pas de réponse magique à ça. On essaie, mais il y a quand même, il y a quand même une réalisation, là, je dois dire, tu sais, malgré avec les bémols de ce que Normand vient de parler. Euh, Tu sais, il y a une réalisation depuis quelques années que les plans des années, bon, je sais pas, 2015 à 2022, quelque chose comme ça,
Mhm. ont rapidement atteint leurs limites. Ils étaient bienvenus au début parce que c'était finalement quelque chose d'un peu plus sérieux, Mhm. mais où on s'est rendu compte un peu des limites des plans comme bon, les programmes axés sur les subventions, les trucs moins stratégiques. Donc, il y a une ouverture en ce moment, là, à savoir si tout le monde est chaud à l'idée de mettre tout ça en place rapidement, c'est une autre histoire. On avait, je vais aussi faire le commentaire que il y a de la place pour ça dans le cadre de la compétitivité climatique, puis de cet angle-là que le gouvernement fédéral a voulu donner. Mais là, pour l'instant, on ne le voit pas encore, là. Donc, on verra comment ça se déploie, là. Mais Puis au niveau provincial, on attend de voir un peu les orientations. Disons que la discussion a été mise de côté depuis 1 an et demi, 2 ans. Est-ce qu'on va revoir dans les plateformes, par exemple, une vision plus stratégique, une compréhension de la nécessité d'aller de l'avant et pas de repousser ça de plusieurs années, parce que chaque année qui passe, c'est des pertes en capacité de compétitivité pour le Québec, là. il y a encore, il nous en reste une, là. Est-ce qu'on devrait placer l'énergie comme un domaine provincial stratégique demandant une politique nationale complète et à long terme, 25 ans? Ben oui, on est supposé avoir quelque chose comme ça qui pourrait s'appuyer sur le plan de gestion intégré des ressources énergétiques. C'est l'espoir, là. On n'a rien vu. Ben, on a vu le rapport préliminaire, mais je veux dire, on n'a pas la stratégie complète. Oui, il y a possibilité de faire ça, puis ça permettrait, peut-être ça faciliterait du moins là, la mise en place de stratégies comme celle qu'on suggère dans le rapport, évidemment, là. Oui, tout à fait, avec une évaluation serrée puis régulière. Donc, euh, mais il faut qu'on voit où est-ce que ça va aller le premier plan qui va être déposé, là. Pour le moment, le seul plan, le plan stratégique dont on dispose, c'est le plan d'Hydro-Québec, mais qui a des limites importantes parce que le plan d'Hydro-Québec n'est pas, le mandat, c'est pas de transformer la structure de la demande, c'est d'appuyer cette transformation-là. Donc, on se retrouve avec une vision un peu bancale ou limitée de la transformation. Je pense qu'on arrive donc à la fin des questions. Alors, on vous remercie beaucoup à toutes et tous pour avoir participé à à ce webinaire-là. Merci Simon pour la présentation. Et n'hésitez pas à nous contacter, là, nous sommes faciles à trouver. Allez voir nos rapports, on en a plusieurs, dont celui-ci, et faites-le circuler. On pense que on a besoin d'avoir ces débats-là sur comment aller de l'avant et pourquoi aller de l'avant dans un contexte où, je dirais, la vision du rôle de la transition a changé beaucoup depuis 7-8 ans. C'est plus une question d'une dépense absolue, c'est au contraire une façon d'aller de l'avant et d'être plus compétitif. Donc, il faut intégrer le fait que grâce aux efforts d'autres pays, la réalité de la transition s'est profondément transformée et on n'a encore pas complètement absorbé cette transformation-là au Canada puis au Québec. Merci. Merci à tous.